Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de l'année 2024. J'en profite pour vous souhaiter une belle année avec plein de super expériences. Que vos vœux se réalisent et après, on verra bien de toute façon, ce sera une année formidable à mon avis. En tout cas, au Choucroute Garage, on vous a prévu pas mal de choses qui devraient vous intéresser. Et j'espère pouvoir sortir un peu plus du studio que l'an dernier. Vous allez voir, on va faire pas mal de choses dans la vraie vie qui vont nous permettre, finalement, de comparer la théorie et la pratique. Ce sera un peu le leitmotiv de cette année. Par contre, pour ce premier épisode de l'année, c'est un éclair d'infos, donc ça se passe en studio, et c'est Tesla qui concentre les regards avec son Cybertruck fraîchement lancé. Les premiers tests sont réalisés aux États-Unis et il semblerait que les batteries 4680 Roadrunner soient sujets d'inquiétude. Ce qui n'est vraiment pas une bonne nouvelle pour les futurs produits de la marque devant recevoir ces cellules. Voyons cela en détail. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. J'avais parlé des promesses non tenues dans ma revue du Cybertruck et de la manière dont Tesla avance en termes de qualité et de décision technique. Vous les trouverez toutes les deux ici dans les fiches. Si vous ne les avez pas vues, je vous conseille de les visionner pour bien comprendre comment Tesla fonctionne pour ses nouveaux produits. Cela aura de l'importance pour une meilleure compréhension de la présente vidéo. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur un point précis de l'architecture du monstre en inox d'Elon Musk. Les cellules 4680 Roadrunner et le pack haute tension. Voyons ce qu'il contient et ce que Tesla nous promet à son sujet. Le pack du Cybertruck est composé d'environ 1360 cellules 4680 Roadrunner. Je dis environ car Tesla n'a pas communiqué sur le sujet. Il faudra attendre le démontage de Sandy Munro pour confirmer ou infirmer ce chiffre. Il est toutefois parfaitement réaliste. Les cellules sont montées dans des racks en plastique, puis noyées dans une mousse structurelle. Une fois refermé, le pack est rigide, au point de remplacer le plancher ainsi que les renforts présents dans la partie centrale basse de la coque. Il a une architecture 800 volts, permettant de belles performances, avec une économie de matériaux conducteurs substantielle. Sa capacité est de 123 kWh, ce qui est très bon si on compare au poids du pack. Mais c'est très en retrait par rapport à certains constructeurs américains historiques qui s'orientent vers des packs 2 fois plus gros pour une autonomie identique. Et oui, les Hummer, Ram et autres Silverado seront bien mieux pourvus en capacité de batterie, mais feront un usage nettement moins efficient de cette capacité. D'un point de vue recharge, et c'est ce point-là qui nous intéresse aujourd'hui, Tesla annonce une puissance maximale de 350 kW sous 800 volts. Cette puissance est toutefois réduite à 250 kW si on se branche sur une borne 400 volts, comme un superchargeur V2 par exemple. Pour permettre cela, le pack du Cybertruck peut être commuté en 2 demi-packs de 400 volts branchés en parallèle. Cela permet de se passer d'un booster de tension pour passer de 400 à 800 volts si on charge à une tension réduite. GM a d'ailleurs fait de même avec ses packs Ultium. Bon, ça c'est pour la puissance maximale, mais on sait que dans la vraie vie, cette puissance ne veut pas dire grand-chose. Plus une batterie se charge, plus elle chauffe, et donc plus le système de gestion de la batterie réduit la puissance. Je précise ici que ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de programmé dans le BMS de la batterie, donc le système de gestion de la batterie. C'est la courbe de charge programmée dans le BMS qui va permettre de recharger plus vite ou non. Or, il y a quelques jours, un propriétaire de Cybertruck, Our Cyberlife, a posté une vidéo sur YouTube avec une charge de 14 à 90%. Et c'est loin d'être glorieux. Il lui a fallu 50 minutes pour parvenir à ce niveau de charge, ce qui représente un score plus que moyen. Je vais maintenant essayer de comprendre pourquoi. Annoncées lors du Battery Day en 2020, ces cellules semblaient extrêmement prometteuses. Plus écologiques, moins chères à produire et d'une capacité énergétique exceptionnelle, elles devaient aussi permettre de réduire la chauffe des batteries lors de la charge. C'est ce paramètre qui est important pour une bonne durée de vie des batteries sous charge rapide. Moins une cellule chauffe, plus il est possible de la charger longtemps à haute puissance sans trop de dégradation. C'est entre autres ce qui me fait dire que les charges rapides sur des cellules poches est une hérésie, tant il est compliqué de les refroidir correctement. J'ai aussi fait une vidéo sur le sujet.
Donc lors du Battery Day, Elon Musk nous présentait une courbe comparative entre les cellules à une seule languette, comme elles sont faites aujourd'hui, et les 4680 qui ont de multiples languettes pour limiter ce point chaud qui est le point où tout le courant passe, et donc où cela chauffe le plus. C'est souvent la languette qui limite la puissance de charge des cellules. Or, sur ce diagramme, on se rend compte que la 4680 multilanguette n'a pas d'avantage par rapport à une 2170 à une seule languette. Elle est même plus lente à charger. En effet, ce diagramme présente le diamètre de la cellule et le temps. Le temps n'est d'ailleurs pas gradué, un mauvais point pour la compréhension et la fiabilité de cette donnée. Il faut donc essayer de savoir ce qui se passe dans la voiture pour comprendre cette puissance de charge réduite enregistrée par le propriétaire. Premièrement, les images montrent qu'il est sur un superchargeur V3. Donc 400 volts. En faisant un petit calcul rapide, on divise cette puissance par la capacité du pack et on obtient un taux de charge, 2,03 C. C'est une puissance somme toute relativement conventionnelle pour des cellules révolutionnaires, vous ne trouvez pas? Sous 800 volts, les 350 kW offrent un taux de recharge plus intéressant, 2,84 C. Ce qui est intéressant ici n'est pas tant le pack en lui-même, mais les conducteurs qui acheminent le courant vers le pack. En effet, les conducteurs chauffent en fonction de l'intensité qui les traverse. Sous 400 volts, ce sont 625 ampères qui passent entre la prise et le pack, alors que sous 800 volts, ce ne sont que 437,5 ampères pour une puissance plus importante. Les conducteurs chauffent donc plus en 400 volts qu'en 800 volts, même avec une puissance réduite d'un peu moins de 30%. Au niveau de la batterie, c'est l'inverse. Les cellules chauffent moins avec une puissance de 250 kW qu'avec une puissance de 350, ce qui est logique. Par contre, lorsqu'on a une chaîne, c'est toujours le point le plus faible qui limite la résistance de la chaîne. Et là, en l'occurrence, le point le plus faible, c'est l'arrivée du courant entre la prise et la batterie. Il est plus que probable que Tesla a tenu compte de cela. En tout cas dans la programmation de son BMS, et que la courbe en 800 volts permettra de maintenir plus longtemps une puissance maximale. Si on extrapole un peu, voyons quelle puissance on obtient pour 437,5 ampères sous 400 volts. On multiplie les deux valeurs et on arrive à 175 kW. Si je regarde la courbe de mon confrère américain, c'est précisément à ce point que la courbe de charge s'aplatit, aux alentours des 10 minutes de charge. On peut donc en tirer une courbe pour la recharge à 800 volts à partir de ce point, et donc en déduire un temps de charge. Mon confrère a mis 40 minutes pour 50% de la charge en 400 volts, de 10 à 50 minutes. Il en faudra 2 fois moins en 800 volts si Tesla conserve la même courbe de charge en intensité. En continuant la courbe, on peut estimer qu'il faudrait 45 à 50 minutes pour une charge complète, de 0 à 100%. Ce qui n'est finalement pas mauvais en soi, mais plutôt décevant par rapport aux attentes liées aux annonces du Battery Day. Voyons maintenant le pourquoi de cette mauvaise performance. Premièrement, ce n'est pas une surprise totale, puisque certains Model Y sortis de l'usine d'Austin ont aussi des 4680. Les courbes de charge de celles-ci sont aussi relativement décevantes, surtout si on les compare à celles des cellules BYD Blade de la version standard berlinoise. On pourrait se dire que ces cellules proviennent de l'usine Test de Kettle en Californie, et donc ne sont pas totalement abouties. On sait en outre que ces cellules n'avaient pas toutes les caractéristiques promises au départ. En effet, leurs électrodes étaient toujours produites par voie humide, selon le procédé en vigueur partout ailleurs. De plus, elles n'avaient pas encore la capacité promise, probablement à cause de l'utilisation d'une chimie nickel-manganèse-cobalt classique. En revanche, les Cyber Cells qui équipent le pick-up, comme dit Tesla, sont censées être la version finale. Elles ont des cathodes à très haut taux de nickel, des électrodes produites à sec, et surtout des anodes à fort taux de silicium. Et ça, c'est une technologie qui demande d'être maniée avec précaution. Le silicium est excellent pour retenir les ions, mais il a un défaut. Ces cristaux gonflent et se décomposent après quelques dizaines de cycles de charge-décharge. Ce n'est pas grave en soi si on réussit à maintenir la masse de silicium sur l'électrode. Tesla utilise un polymère à cet effet, mais s'il a été testé en laboratoire et sur des prototypes, rien ne vaut l'expérience dans la vraie vie pour en tirer des conclusions. Et Tesla n'est pas novice dans le domaine. En 2012, lors de la sortie de la Model S, la puissance de charge annoncée était de 90 kW maximum sur toute la gamme. Dans les faits, cette puissance était maintenue un temps très court, et les courbes de recharge chutaient très vite. Tesla a préféré réduire la puissance de charge avant d'avoir des données en utilisation réelle.
Très vite, les superchargeurs ont permis de monter à 120 puis 150 kW de puissance en crête, et les voitures ont été mises à jour. Certes, la puissance maximale augmentait, mais toute la courbe de charge aussi, malgré qu'elle chute encore très vite. Petit à petit, en procédant avec prudence, les autos de 2015 et suivantes ont vu leur charge optimisée et les temps de recharge ont été largement réduits. Si ces voitures ne sont pas encore au niveau de ce qu'on voit sur les modèles S et X, voire même au niveau des 3 et Y, c'est tout de même un gros mieux par rapport au début. On peut donc légitimement se poser la question s'il en sera de même sur les autos équipées de 4680 Roadrunner. Eh bien, c'est probable. Tesla inaugure à grande échelle une nouvelle technologie, et c'est nettement plus risqué qu'à l'époque de la Model S. En effet, jusqu'à l'arrivée de la Model 3 en 2017, le constructeur pouvait se permettre d'être aventureux. Remplacer de nombreuses batteries au début de la Model S ne prêtait pas à conséquence outre mesure. Ils avaient ainsi de la matière pour analyser les pannes et les résoudre. De plus, ils avaient des packs à reconditionner pour les futurs remplacements. Pour la Model 3 en cellule cylindrique, c'est nettement plus compliqué, puisqu'un module n'est pas reconditionnable. Et c'est encore plus évident sur les packs structurels Roadrunner. Toute batterie défectueuse part au recyclage, contrairement à celle des premières modèles S et X qui étaient réparables. Mais attention, de par leur construction, les packs structurels Tesla sont toutefois peu sujets à des avaries dues à leur fabrication, tout comme les batteries des modèles 3 et Y actuels, quelle que soit leur forme. Peu de pièces, pas de risques liés à l'humidité et connectiques fiables en font des batteries quasiment indestructibles. En revanche, ce qui se passe à l'intérieur de la cellule 4680 au niveau de son fragile équilibre chimique est une relative inconnue. Et il est logique de limiter le stress en dessous de ses capacités réelles le temps de collecter assez de données pour une optimisation ultérieure, en toute sécurité. Tous les constructeurs procèdent ainsi, mais Tesla a un énorme avantage tout de même. Une voiture qui sort d'usine peut être améliorée. L'amélioration des performances peut se faire à distance et ne nécessite aucun passage en atelier ni remplacement de pièces, ce qui offre à Tesla une marge de manœuvre bien plus grande que chez les constructeurs traditionnels, dont la technologie est figée une fois la voiture sortie d'usine. Il me tarde de voir des spécialistes comme Kyle Connor de Out of Specs tester tout cela en détail pour en avoir le cœur net. Et on va le savoir bientôt. À suivre en tout cas, avec intérêt. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.